Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Média Pro, l'émission qui décrypte pour vous l'univers de la télévision et des médias. Ce soir, on va revenir sur l'affaire BFM TV, 2 semaines après la révélation du scandale du journaliste franco-marocain Mbarki qui diffusait des informations qui n'ont pas été validées par sa rédaction. Un consortium international, Forbidden Story, Histoire interdite, a révélé les dessous d'une entreprise de la désinformation. Pour mieux comprendre la situation justement du fake news et de la désinformation, on regarde ce sujet qui a été préparé par Sofiane Baroudi et on revient au débat. Ou alors du thé au fenouil, ça ne sert strictement à rien. De nouveaux rebondissements viennent s'ajouter dans l'affaire Rachid Mbarki, présentateur de BFM TV, visé par une enquête intérieure pour des soupçons d'ingérence et des opérations d'influence au profit de puissances étrangères. L'enquête Story Killer a mis au grand jour plusieurs séquences non validées par la rédaction en chef, mais diffusées à l'antenne de la première chaîne d'information de France par Rachid Mbarki, sur des dossiers de grande importance internationale, à l'instar de la situation au Sahara occidental. L'enquête a été menée avec le consortium Forbidden Stories, qui avait déjà révélé le scandale d'espionnage Pegasus, software sioniste utilisé par le Royaume du Maroc pour des activités de cyber-répression contre des journalistes et des militants, ainsi que pour des opérations d'espionnage visant de hauts responsables. Le contenu en question proviendrait d'une entreprise spécialisée dans l'industrie de la désinformation, constituée par des anciens des services de renseignement et de l'armée d'occupation sioniste basée à Tel Aviv. L'officine dénommée Team George offre une panoplie de services dans la plus totale illégalité, au profit d'oligarques, d'entreprises, mais aussi d'États. Opérations d'influence via création de faux comptes dans les réseaux sociaux, fabrication de faux documents, production de contenu audiovisuel à vocation de désinformation. Et la liste est encore longue. Ces mercenaires de la désinformation sont spécialisés dans la manipulation des opinions publiques et auraient déjà interféré dans des dizaines de processus électoraux, orchestrant de véritables opérations d'ingérence à grande échelle que l'entreprise sioniste revendique ouvertement. À ce propos, le patron de l'officine s'est vanté à des journalistes de Story Killers de sa possibilité à faire passer des sujets sur les chaînes françaises. BFM TV a enclenché une audit interne pour enquêter sur ces graves faits d'ingérence au profit du Maroc et de l'entité sioniste. Le directeur de la chaîne Marc-Olivier Fogiel explique que le journaliste Rachid Mbarki a décidé de donner les informations de son propre chef sans passer par le circuit de validation. Il exprime également qu'il n'y aurait pas de complicité interne, même si l'identité de l'intermédiaire, elle, est bien connue. Il s'agirait d'un lobbyiste qui s'est spécialisé dans la désinformation, notamment sur la guerre en Syrie, et qui proposerait des rémunérations à des journalistes contre la livraison de contenu clé en main à passer à l'antenne. L'affaire révèle également la collusion à des fins de déstabilisation et de désinformation via des procédés d'ingérence orchestrés par le Royaume du Maroc et le régime d'apartheid sioniste, avec pour champ le vieux continent. Les révélations de l'enquête Story Killers, qui défraie la chronique, viennent s'ajouter au scandale de corruption et de manipulation Morocco-Gate qui entasse le Parlement européen et implique directement les services extérieurs marocains. Voilà, c'était un sujet de Sofiane Baroudi. Sofiane, cette affaire a été révélée le 14 février, bien sûr plus de 2 semaines après l'affaire Mbarki. Le Forbidden Story est un consortium de plus de 30 médias internationaux, 100 journalistes, qui a quand même enquêté et révélé au grand jour que toute cette industrie de la désinformation vient de l'État sioniste, qui aurait tout monté pour influencer et payer des informateurs incrustés dans plusieurs chaînes internationales. En fait, Forbidden Stories s'est fait déjà connaître pour avoir révélé l'ampleur de l'affaire Pegasus, c'est-à-dire du scandale à la fois d'espionnage contre de hauts responsables, mais aussi de cyber-répression à l'encontre de journalistes et de militants, menés notamment par le Royaume du Maroc, mais il y a d'autres pays qui ont été cités dans l'enquête. Forbidden Stories qui travaille en lien aussi avec le Citizen Lab d'Amnesty International, qui a permis, par exemple pour le cas Pegasus, de prouver, ce qui est difficile dans le cas du spyware sioniste, de prouver vraiment qu'il y a eu infiltration des téléphones. D'ailleurs, il y a encore des affaires en cours pour espionnage contre des hauts responsables, notamment contre le président français Emmanuel Macron. Le Maroc, d'ailleurs, a été débouté, parce qu'il a essayé, si vous voulez, d'annuler les plaintes pour différentes raisons. En tout cas, le Citizen Lab et Forbidden Stories est allé plus loin cette fois avec ces nouvelles révélations qui ont été rapportées pour l'opinion publique française par France Info et Le Monde,
dans des articles et des interventions qui ont fait grand bruit, parce qu'il s'agit déjà d'un complément dans l'affaire Rachid Mbarki qui avait commencé avant par l'annonce de l'audit interne de BFM TV pour des contenus qui seraient passés à l'antenne sans l'aval de la rédaction, notamment des contenus concernant la question du Sahara occidental, mais aussi concernant d'autres questions. On apprend, selon les contenus de cette nouvelle enquête, que justement il y a une officine qui s'appelle Team George, qui est une officine sioniste, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est une entreprise privée qui travaille dans l'industrie de la désinformation et qui a déjà interféré. Les éléments, c'est des anciens du Mossad. Exactement, c'est notamment des anciens officiers des services de renseignement sionistes, mais aussi de l'armée d'occupation sioniste. Si vous voulez, les anciens des services de renseignement sionistes sont connus pour opérer sur le marché privé à la fois de la désinformation, parce qu'il y a un marché de la contre-propagande, de la manipulation d'opinion, de la création de fake news, mais aussi un marché d'ingérence directe via les processus électoraux. D'ailleurs, on apprend que plusieurs pays africains ont été la cible justement de ces opérations d'ingérence à grande échelle. Il y a aussi l'industrie de la sécurité privée dans laquelle les anciens de l'armée d'occupation opèrent beaucoup. L'industrie de la sécurité privée, c'est-à-dire tout ce qui est système carcéral ou alors vente de matériel de répression à grande échelle. Parce qu'il s'agit vraiment, là, si vous voulez, c'est devenu un scandale qui opère dans le champ de souveraineté européen, parce qu'il s'agit d'opérations de manipulation directe de l'opinion. Si on lit ça surtout avec le Morocco Gate, qui est un scandale de corruption qui entache la structure parlementaire européenne et donc qui remet en cause, si vous voulez, à la fois la souveraineté du champ politique européen, qui autorise le fait de penser qu'il y a une infiltration à grande échelle, mais aussi, si vous voulez, qui remet en cause complètement les règles de la démocratie telles qu'elles étaient présentées, vu qu'il y a des opérateurs étrangers qui sont privilégiés par des procédés de corruption, de répression ou alors d'espionnage, qui sont privilégiés, y compris dans les processus politiques courants. Reda Harires, cette affaire a été révélée par un journaliste justement de Radio France, Frédéric Mettezo, qui a informé la direction de BFM TV que Rachid Mbarki diffusait des informations qui ont été, disons, payées par un réseau international dont Forbidden Story a révélé. Alors, cette collision entre l'argent, l'espionnage et les médias ne fait pas bonne figure actuellement dans les médias français. C'est surtout le scandale qui a éclaté au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire tous ces eurodéputés qui sont sollicités par plusieurs pays. C'est un peu lié. Oui, c'est lié. Ouais. Mais c'est parti de Bruxelles quand même. Et donc là, les Européens se sont rendus compte que la propagation de la corruption, parce que c'est une forme de corruption, est une menace pure et simple pour la démocratie elle-même. Et ils sont obligés de commencer à faire le ménage à un moment donné, parce que jusqu'à maintenant, tout ce qui relevait du lobbying et de l'espionnage, on s'assurait que ça ne soit pas d'autres puissances comme la Chine, la Russie et autres, ou voire même l'Iran, qu'on accuse de temps en temps d'être un État terroriste. Donc ça a toujours été orienté vers 3 ou 4 pays cibles qui sont toujours cités, et on laisse d'autres pays qui sont même des alliés de l'Occident, ça peut être Israël ou d'autres pays, qui ne se gênent pas, eux, pour intervenir sur la scène européenne de manière parfois agressive et ne respectant plus aucune déontologie. Donc on a vu que ces 24 dernières heures, le Parlement européen a interdit purement et simplement aux représentants marocains d'accéder donc au Parlement européen, parce qu'il y a une enquête qui est en cours, et ils ont décidé aussi de suspendre donc leur déplacement vers le Maroc le temps que la justice fasse quand même son travail. Ça, c'est le côté un petit peu politique de la chose, mais qu'en est-il réellement des médias, sachant qu'aujourd'hui, les médias comme BFM TV, qui est dirigé par un propriétaire pro-marocain, puisque Patrick Drahi a la nationalité française et marocaine, et a des intérêts énormes au Maroc, justement, et malgré ça, il a été éclaboussé par cette affaire qui a touché un petit peu la crédibilité de son média. Il ne peut que l'être, puisqu'il est au milieu d'un triangle qui va du Maroc jusqu'en Israël. Jusqu'en Israël, puisqu'il est patron de I24 aussi. Voilà, et qui va jusqu'en Israël et qui rejoint donc qui rejoint Paris.
Mais actuellement, sachant que les relations sont devenues très tendues entre la France et le Maroc, puisque les services secrets français ont suspecté le Maroc de s'être livré à des activités d'espionnage envers leur président Emmanuel Macron, exactement, à travers le logiciel Pegasus qui a été livré par Israël. Ils ont demandé justement des précisions à l'exécutif marocain et ils ont même contacté. Le président Emmanuel Macron a contacté le roi du Maroc, Mohamed VI, pour s'assurer qu'il ne s'est pas livré à ce genre d'activité. Il a démenti, mais il n'en demeure pas moins que ça a créé un froid. Et le voyage que devait effectuer Emmanuel Macron au Maroc a été reporté suite justement à ce scandale-là. Parce que les autorités françaises ont considéré que c'est une forme de trahison entre partenaires, entre dirigeants proches, que de se livrer à ce genre d'activité, de ne pas le reconnaître. Parce que l'Union européenne aujourd'hui, la justice belge a lancé un mandat d'arrêt contre le patron des services secrets marocains. Dans le cas où il se déplacerait en France ou en Belgique, il pourrait être arrêté. Accusé de torture. De torture, accusé aussi d'espionnage, accusé de se livrer à d'autres activités beaucoup plus opaques, notamment en ce qui concerne les lobbies qui gravitent autour de Bruxelles. Beaucoup d'argent qui circule et dont on ne sait pas finalement quels sont je dirais, les tenants et les aboutissants, font qu'aujourd'hui, le Parlement européen considère que c'est une agression qui est menée contre le fonctionnement des institutions de l'Union européenne. Et donc, c'est vrai qu'il y a un aspect politique, mais maintenant il va y avoir aussi un autre aspect qui devra être abordé, c'est l'aspect juridique, parce qu'on se rend compte que les démocraties européennes ne sont pas outillées juridiquement pour lutter contre ce genre d'activités subversives, parce que jusqu'à maintenant, ils ont toujours parlé et ils ont toujours surveillé les activités dites terroristes en provenance du Moyen-Orient ou d'autres pays, et ils ont oublié que les lobbies pouvaient être eux aussi, tout aussi, je dirais, nocifs d'une autre manière, parce que la corruption, ça dilue la société. Alors, avec nous, à partir de Paris, M. Amin Mahmoudi, expert justement en réseaux sociaux, médias sociaux. Monsieur Amin Mahmoudi, vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Bonsoir. Alors, bonsoir. Monsieur Mahmoudi, cette affaire de Pegasus liée à la désinformation qui a éclaboussé un petit peu le média, la première chaîne d'information en France, BFM TV, quel impact elle a justement sur la crédibilité de l'information dans ce média très connu en France? Ce média est tout d'abord, même avant cette affaire, il était un peu décrié d'abord sur les réseaux sociaux par un certain nombre d'activistes, notamment les Gilets jaunes et quelques opposants français. Et maintenant, cette affaire décrédibilise complètement le média qui n'a pas su, comment dire, déceler à temps cette infiltration. Il a fallu l'enquête de France Info et de Radio France pour qu'ils se rendent compte qu'un de leurs journalistes était quand même infiltré et utilisé par toute une machinerie de propagande et de fake news. Comme l'a dit votre précédent intervenant, ça montre aussi que la justice européenne, notamment française, n'est pas assez sensibilisée à cette propagande. Et qu'en est-il justement du système Forbidden Story qui, grâce à ces enquêtes, a révélé au grand jour cette entreprise de la désinformation? Comment est perçue cette disons, opération de décryptage des fake news et de la désinformation au sein des médias français? Forbidden Stories, ils ont fait quand même un très grand travail. D'abord, ils ont depuis 1 an et demi fait révéler l'affaire Pegasus. Et là, encore une fois, ils révèlent au grand public et au patron de la chaîne BFM TV cette affaire qui touche un de ses journalistes. Ça montre que
qu'ils ont fait quelque part bouger les choses au travers de la justice française, de la justice européenne, et notamment des services secrets français qui ont contacté ces journalistes pour faire le travail et déceler tout ce réseau. Et comment est perçue justement cette opération ou cette affaire scandaleuse qui touche un grand média français dans les réseaux sociaux? Vous suivez avec pertinence justement tous les échanges, tous les posts sur Twitter notamment, et vous êtes l'un des experts avertis dans ce domaine. Comment vous évaluez justement cette affaire sur les réseaux sociaux? Eh bien, écoutez, l'impact, ça a d'abord touché les journalistes au sein de la rédaction de BFM TV, qui ont été très surpris. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore que va devenir le journaliste en question. Rachid Mbarki. Oui, Rachid Mbarki. On ne sait pas s'il va être suspendu indéfiniment, s'il va être viré. On ne sait pas encore. Et la chaîne a une position qui n'est pas encore complètement officielle. Seul le syndicat s'exprimait et on sent qu'ils sont un peu gênés. Comme vous avez dit, le patron de la chaîne, il est franco-marocain et c'est un peu compliqué pour lui de gérer toute cette affaire. Merci beaucoup, Monsieur Amin Mahmoudi. Sofiane Baroudi, quand on parle justement de cette affaire, on oublie que quand même les réseaux sociaux ont une influence importante. Aujourd'hui, les médias ne sont pas seuls dans le paysage médiatique et même audiovisuel. Les réseaux sociaux jouent un rôle important et Forbidden Story a joué ce coup un petit peu assez bien en diffusant plusieurs articles en même temps le 14 février sur plusieurs médias. Bien sûr, il faut préciser que Forbidden Story, c'est 30 médias internationaux, 100 journalistes qui sont des grands noms des médias. Par exemple, The Guardian, Radio France, The Observer, Le Monde, Washington Post, Der Spiegel, ZDF, etc., etc. En fait, ces médias ont révélé en même temps, le 14 février, cette affaire qui a un petit peu éclaboussé aussi bien BFM TV, mais qui a mis à nu cette entreprise de la désinformation créée par l'État sioniste. En fait, si vous voulez, l'enquête Story Killers, qui est en réalité l'enquête qui est parue le 14 février, c'est-à-dire qui parle exclusivement, alors notablement de l'officine, c'est-à-dire Team George, qui est une officine à la fois spécialisée dans la désinformation, dans l'industrie de la désinformation, c'est-à-dire qu'elle vend des contenus audiovisuels clés en main, mais qui est surtout une officine, une entreprise privée spécialisée dans la cyberguerre, dans si vous voulez, la dimension du cyberconflit, c'est-à-dire dans la fabrication notamment de faux profils Facebook, Twitter ou alors de l'influence dans tous les réseaux sociaux. Et c'est là où ça devient important parce qu'il y a un lien direct avec l'affaire Pegasus que Forbidden Stories avait déjà révélé il y a de cela presque un an. C'est-à-dire qu'il s'agit, si vous voulez, d'un même champ, le champ du cyberespace. Il s'agit d'une nouvelle dimension aussi, d'une nouvelle dimension belliqueuse dans laquelle certains acteurs se sont spécialisés. Et il s'agit notamment d'acteurs qui sont spécialisés à la fois dans le cyberconflit et qui sont des acteurs hautement répressif, c'est-à-dire qu'il s'agit de régimes autoritaires, voire dictatoriaux. Là, par exemple, le régime d'apartheid sioniste démontre vraiment une tournure, si vous voulez, d'extrême droite fasciste, et ça se ressent y compris dans la manière d'utiliser le cyberconflit. Si alors, juste une question, Sofiane, cette affaire a été quand même révélée par le journaliste français Frédéric Mettezo grâce un petit peu à la collaboration de journalistes israéliens, Gur Megiddo, journaliste d'investigation, journaliste israélien de Marker, et un journaliste du quotidien Haaretz, qui ont fait une enquête à l'intérieur justement de cette entreprise de la désinformation à Tel Aviv. Justement, d'ailleurs, l'enquête... C'est ce qui crédibilise un petit peu les journalistes cette opération. Infiltrés, parce que voilà, l'enquête cite aussi des journalistes qui sont infiltrés auprès du patron, y compris du patron de l'officine, qui lui-même se vantait de pouvoir vendre des contenus clés en main à toutes les chaînes européennes, et notamment aux chaînes françaises, c'est-à-dire de faire passer les messages politiques que cette entreprise privée liée justement au complexe militaro-industriel du régime d'apartheid sioniste
arrivent justement à faire passer les messages qu'ils veulent. Il y a un autre aspect, c'est-à-dire que ça renseigne à la fois sur une crise politique très profonde en France, où il y a des contradictions, y compris entre les fractions au pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, des lobbies, notamment le lobby du Makhzen ou alors le lobby sioniste qui est lié au lobby, si vous voulez, des nostalgiques ou alors de l'OAS, qui se confrontent avec d'autres tendances du pouvoir en France. Et c'est la même chose dans, si vous voulez, la sphère politique, l'environnement, dans l'entité sioniste, parce qu'il y a clairement un conflit entre un courant ouvertement fondamentaliste, porté par le nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui d'ailleurs lui-même était impliqué dans le scandale Pegasus à l'intérieur, parce qu'il y a aussi des affaires de justice contre la société NSO, qui est accusée de cyber-répression, y compris par des activistes israéliens. Pour mieux comprendre justement cette opération de Forbidden Story, on va regarder la bande-annonce qui a démarré quand même cette entreprise, ce consortium de médias indépendants et spécialistes dans la désinformation, dans le décryptage de la désinformation, a été créé en 2017. On voit la bande-annonce et on revient au débat. Et ça a démarré à partir de l'Inde. Gauri Lankesh has been shot dead at her home. The 55-year-old was shot as she entered her house in the southern city of Bangalore. Inquiète des atteintes à la liberté de la presse, elle soulignait les dangers de la désinformation. Disinformation and fake news are major problems. They are influencing election. It's clearly one of the major challenges for our democracies. La désinformation, misinformation will continue to be a challenge, putting even more pressure on social media companies to self-police their platforms. Online violence is real-world violence. Voilà, c'était la bande-annonce qui résumait un petit peu le début de cette opération ou cette enquête justement de Forbidden Story, le Story Killers, qui a démarré après l'assassinat de la journaliste indienne Gauri Lankesh, qui couvrait un petit peu les exactions du parti de l'extrême droite, le BJP, et qui a été assassinée alors qu'elle préparait un article sur un éditorial qui s'intitulait « À l'ère des fake news » et qui dénonçait les fabriques du mensonge en Inde. À partir de cette opération, justement, Forbidden Story a démarré ses enquêtes. Plus de 100 journalistes et 30 médias ont poursuivi la mission de Gauri Lankesh et qui a abouti à la dénonciation de plusieurs opérations du mensonge. Cette journaliste, elle s'est lancée donc dans cette campagne-là parce que si vous vous rappelez bien, en 2002, il y avait eu de graves affrontements en Inde intercommunautaires suite donc aux surenchères, à la surenchère que s'était livrée à l'époque le BJP et ça avait fait beaucoup de victimes. Mais depuis, avec le développement de ces réseaux qui se livrent à travers des sociétés spécialisées dans la manipulation de l'information, c'est carrément la crédibilité du processus démocratique qui peut être entachée parce que ces gens-là, ils ont la possibilité, moyennant de l'argent et même beaucoup d'argent, de manipuler donc les scrutins électoraux et également de s'attaquer carrément à la réputation
de leurs adversaires, en confiant donc carrément une campagne de manipulation à ces sociétés qui sont spécialisées dans la désinformation. Donc, une démocratie ne peut pas tenir le coup, comme je l'avais dit tout à l'heure, si juridiquement elle n'est pas outillée, parce qu'elle a à faire face à des gens qui n'hésitent pas à se livrer à ce qu'on appelle les deep avataries, c'est-à-dire à créer carrément de faux profils numériques pour carrément décrédibiliser leurs adversaires. La fin justifie les moyens. Et donc cette journaliste, effectivement, en se lançant dans ces investigations, elle allait mettre en lumière beaucoup d'aspects sombres qui sont liés à l'émergence du BJP, qui est quand même un parti de la droite nationaliste hindouiste et qui commence maintenant... Anti-musulman. Pas uniquement qu'anti-musulman. Ce qui caractérise le BJP, c'est un parti fondamentaliste hindouiste, c'est-à-dire qu'il considère que l'Inde doit appartenir uniquement, culturellement, qu'à la tendance hindouiste, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est un pays d'1,4 milliard habitants, 1,4 milliard d'habitants. Les musulmans, il y a à peu près 200 millions, plusieurs confessions. Bon, les plus visibles, ce sont les musulmans, mais ils se sont livrés également à des attaques contre certaines minorités chrétiennes. Il y a quelques millions de chrétiens qui vivent dans le nord de l'Inde, à d'autres minorités aussi, mais on entend beaucoup plus parler des musulmans parce qu'il y a le Pakistan voisin et parce que la minorité musulmane constitue à peu près 14% de la population de l'Inde actuellement. Sofiane, justement, l'une des révélations des journalistes de Forbidden Stories, c'était le fait que cette société clandestine israélienne, Team George, a influencé le déroulement de dizaines de scrutins dans le monde et particulièrement en Afrique. Ça renseigne justement sur, si vous voulez, vraiment une stratégie d'infiltration, de pénétration du continent africain via différents procédés. D'abord, le procédé de l'influence des opinions publiques par des opérations d'ingérence à grande échelle, via les réseaux sociaux, mais aussi via les télévisions et les médias, parce qu'il s'agit aussi de contenus clés en main qui sont vendus, qui sont pourvoyés. Il y a aussi, si vous voulez, un lien, par exemple, en France, avec les modes, si vous voulez, de la France-Afrique, qui est d'ailleurs honnie par les peuples africains actuellement. On le voit au Mali, au Burkina Faso et ailleurs. Il y avait, si vous voulez, une forme d'alliance entre les lobbies que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire le lobby sioniste, le lobby France-africain qui est lié aussi aux anciens de l'OAS et l'action du Makhzen pour, si vous voulez, déjà accélérer le processus de normalisation. D'ailleurs, on connaît l'affaire Benalla qui a éclaboussé le premier mandat du président Macron. Benalla qui était un sulfureux personnage qui allait au-delà de plusieurs, si vous voulez, de plusieurs limites légales, qui a défrayé la chronique, mais qui a surtout permis une pénétration de l'entité sioniste au Tchad, au Soudan et aussi au Maroc, via ce qui est devenu après les accords Abraham. Et d'ailleurs, il y a aussi une défense à ça, c'est-à-dire que le fait de révéler, si vous voulez, ce genre de procédés, ces officines secrètes, fait que justement la viabilité de ces opérations tombe à l'eau. D'ailleurs, on l'a vu aussi d'une manière éclatante par l'expulsion de la délégation sioniste de l'Union africaine, ce qui renseigne aussi, si vous voulez, une forme de procédé d'autodéfense de l'Union africaine, de l'organisation panafricaniste, qui est consciente des différents procédés pour la pénétration du continent africain par l'entité sioniste et par ses alliés, c'est-à-dire les alliés coloniaux, parce qu'il s'agit vraiment à l'heure actuelle d'une alliance coloniale à ciel ouvert. Alors, dans les médias français, il y a plusieurs opérations de dénonciation justement de ces entreprises de désinformation. L'une des enquêtes qui a été révélée cette semaine, c'est le magazine Marianne qui a consacré tout un dossier sur la désinformation créée par le régime du Makhzen et qui a donné lieu à plusieurs interprétations justement sur le dossier du Sahara occidental. Nous avons justement voulu vous présenter un extrait justement de l'interview qui a été accordée à une Française journaliste qui a été dont le mari est un militant sahraoui qui est resté emprisonné dans les territoires occupés dans le Sahara occidental. Alors, on va regarder un extrait et on revient au débat. Claude Mongin, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'épouse d'un militant sahraoui qui est en prison depuis 13 ans, qui a été condamné à 30 années de prison
Vous êtes aussi membre du comité rédactionnel de Sahara Info, qui rapporte en fait toute information autour de la République arabe sahraoui démocratique. Aujourd'hui, vous êtes l'invité de Marianne TV parce que le journal Marianne va donc sortir le jeudi 16 février un numéro spécial autour du Maroc et notamment de la manière dont le Maroc peut-être tient les mains en fait de la France. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les raisons pour lesquelles votre mari a été emprisonné, en tout cas les raisons officielles que le Maroc avance, et quels sont aujourd'hui les recours, les possibles pour sa libération? Eh bien, en tout cas, merci de m'avoir invité. Effectivement, quand on parle du Maroc, il est important de parler du Sahara occidental et du peuple sahraoui, parce que c'est ceux qui organisent toute la diplomatie du Maroc depuis 1975. Et donc, mon mari se situe dans cette longue histoire de quête de liberté du peuple sahraoui, puisque son père déjà a fait 16 ans de disparition dans les bannes de Hassan II. Alors pourquoi il est en prison? Eh bien, d'abord, comme toute sa famille, comme tout le peuple sahraoui, c'est un militant pour l'indépendance de leur pays. C'est une longue histoire, hein, l'affaire du Sahara occidental. Et donc, en 2010, ils se sont réunis pour protester la contre. Et c'est là que votre mari donc, voilà, a été il était, lui, arrêté. un des porte-parole de ce camp. Et au bout d'un mois, après avoir eu des négociations avec le ministère de l'Intérieur, qui s'est quand même déplacé 2 fois, eh bien, et qui s'était mis d'accord avec le comité d'organisation du campement de Gdémizik, comme on l'appelle, eh bien, en fait, le 8 novembre au matin, à 5 heures du matin, donc il faisait encore nuit, ils auraient pu faire ça autrement, ils ont attaqué militairement ces 20 000 civils désarmés, avec des hélicoptères. Enfin, les images sont tragiques. Cependant, ce qui s'est passé en Ukraine nous donne des nouveaux arguments, puisque ce qu'on a fait contre les sanctions qu'on a faites contre l'agresseur russe pour l'agressé ukrainien, en déclarant aussi que les provinces de l'Est ont été envahies, on l'a pas fait contre le Maroc à propos du Sahara occidental. Donc 2 poids 2 mesures qu'on a dénoncé à l'ONU au mois d'octobre avec Jean-Paul Lecoq, donc le député français. Nous sommes allés ce qu'on appelle pétitionner auprès de la 4e commission de la décolonisation, c'est-à-dire défendre le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Voilà, c'était une interview qui a été diffusée sur la première opération de Marianne, puisqu'elle a créé son média digital, Marianne TV, et dans un dossier qui a été consacré entièrement au Maroc, le Maroc, ce pays qui nous tient, et qui dénonçait justement la mainmise du Makhzen dans les médias français, mais aussi en politique. Alors, Sofiane Baroudi, les déclarations de Madame Mongin, dont le mari est activiste prisonnier politique sahraoui depuis 1975. Hein, non, depuis 13 ans, depuis Agdémizek, c'est-à-dire la répression sanglante contre une protestation pacifique des militants sahraouis dans un camp qui s'appelle Agdémizek. Alors, c'est la première fois, justement, qu'une citoyenne française dénonçait comme ça le Makhzen sur un plateau de télévision ou de médias français. Il s'agit vraiment d'une percée, si vous voulez, notable de la cause sahraoui. Jamais on a ouvertement critiqué le Makhzen et surtout le Maroc sur ce plan-là. Si vous voulez, très peu. Alors depuis très longtemps, ça n'est plus arrivé parce que déjà, si vous voulez, Marianne utilise paraphrase un peu un célèbre livre de Gilles Perrault, Notre ami le roi, qui dénonçait à l'époque les méthodes de répression totalitaire du monarque Hassan II, notamment via la description des conditions dans la prison très connue de Tazmamart. Et depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis les débuts des années 90, depuis à peu près 1991, l'année où aurait dû avoir lieu le référendum d'autodétermination du peuple sahraoui, il y a très peu d'informations qui filtrent sur justement la cause du peuple sahraoui, mais aussi le système de répression atroce et le système colonial perpétré par le régime marocain au Sahara occidental. Alors c'est expliqué, y compris dans le numéro de Marianne, c'est-à-dire le numéro de Marianne explique aussi les collusions entre la France, ou alors les différents pouvoirs qui sont succédés en France,
et le palais royal au Maroc, notamment l'ère Chirac ou l'ère Sarkozy, où c'est bien analysé. On connaissait ce genre de collusion parce qu'il s'agissait vraiment d'une alliance. Pendant longtemps, depuis le début des années 90 jusqu'à récemment, il y avait une forme de couverture diplomatique que la France offrait à son allié, si vous voulez, entre guillemets, marocain, notamment concernant, à mon avis, une question très importante, c'est-à-dire que l'alliance entre Paris et Rabat, à un moment, permettait le maintien des réseaux france-africains. Et le fait qu'il y ait un écroulement, justement, notamment au Sahel, du dispositif france-africain, fait qu'il y a une fissuration, y compris de cette forme d'alliance qui a existé pendant longtemps et qui a consisté à maintenir un fait accompli, si vous voulez, néocolonial, hérité des décolonisations, notamment via la zone Afrique de l'Ouest, la zone, ce qu'on appelle la zone CFA, qui s'est rebellée massivement, il faut le dire. Et donc, ce numéro-là revient aussi avec une forme de remplacement, si vous voulez, de cette alliance qu'il y avait entre Paris et Rabat par une autre alliance, qui est une alliance coloniale entre l'entité sioniste et le régime marocain. Une alliance qui a été entérinée, y compris par des accords sécuritaires et militaires, dont le corollaire et aussi les différentes affaires de désinformation, de cyberrépression, mais aussi de cyberguerre. Il faut se rappeler qu'il y a des crimes de guerre perpétrés au Sahara occidental contre des civils via des drones de guerre. Alors, Reda Hariresh, cette sortie médiatique de Marianne est un coup dur pour les médias du Merzan et notamment certains médias qui sont proches, qui ont toujours défendu un petit peu la politique du Maroc en France. Sauf que cette fois-ci, le journal Marianne, oui, a voulu mener quand même... tout un dossier, plus la vidéo, plus l'interview. Un dossier de vulgarisation pour expliquer aux citoyens français, finalement, comment le Maroc fait-il pour exercer son chantage donc, sur la France. Ça commence d'abord par le biais de l'immigration. L'immigration clandestine via Ceuta et Melilla, quand ce n'est pas l'immigration clandestine, c'est la drogue, puisque à partir du Rif, une bonne partie de l'Europe occidentale est inondée par la drogue en provenance du Maroc. Et enfin, le troisième levier qui est utilisé par la monarchie alawite, ça concerne les mosquées, puisque beaucoup de mosquées en France, notamment les mosquées qui sont situées en région parisienne et en province, sont tenues par des gens qui sont originaires du Maroc. Et donc, ça peut être un levier électoral auprès de certains partis politiques en France. Alors, le président Macron a annoncé justement la dissolution du CFCM, qui est le Conseil supérieur du culte musulman, qui est dirigé par M. Moussaoui, qui est d'origine marocaine. Oui, bien sûr, qui est d'origine marocaine. Est-ce que c'est une réponse justement à la politique du Merzan? Actuellement, il y a un grand froid entre Rabat et Paris et ça engendre pas mal de décisions de Paris. Justement, l'une des décisions, c'est la fermeture du CFCM, qui a été créé par Sarkozy. Il y a eu l'expulsion de l'imam Ekouissam, par exemple. Oui, entre autres. Qui a aussi défrayé la chronique vers la Belgique. Sauf que Marianne pose une bonne question, parce qu'au-delà de ces actions qui ont été menées par l'exécutif français, il y a quand même un défi qui se pose maintenant, parce que les relations entre ces deux pays, entre le Maroc et la France, ont toujours été menées via des réseaux marocains en France, à travers un certain nombre d'hommes politiques français qui sont nés et qui ont grandi au Maroc. À l'époque coloniale. Or, toute cette génération-là de ces hommes politiques est en train de disparaître. Notamment les gens du PS, du Parti socialiste. Parfaitement. Qu'ils soient de droite ou de gauche, c'est toute une génération qui s'en va maintenant. Or, les jeunes, les binationaux franco-marocains ne sont pas prêts pour prendre la relève. Et on considère que de ce point de vue-là, le Maroc n'a plus le vivier humain pour peser davantage sur la politique intérieure française comme il l'a fait jusqu'à maintenant. Sofiane, il y a eu le tweet de Malbruno sur justement les attaques ou les tentatives du Merzan de pousser Paris à une attaque contre l'Algérie. Il y a eu des pressions récurrentes du Maroc contre la France pour déjà qu'il y ait, si vous voulez, une politique
d'hostilité. De faire des déclarations justement hostiles à l'Algérie. Oui, ça c'est connu déjà via l'influence des différents réseaux médiatiques, mais aussi via une tentative d'influencer l'exécutif en France pendant longtemps pour qu'il y ait une campagne systématique de diabolisation de l'Algérie qui soit menée. Et ça a marché jusqu'à un certain niveau. J'évoquais tout à l'heure une forme d'alliance, si vous voulez, parce qu'il y a vraiment des lobbies qui sont très profondément liés, celui de l'OAS, le lobby sioniste et le lobby marocain du Makhzen, notamment l'action des services extérieurs, qui eux mènent une opération contre l'Algérie dans son champ vital nord-africain, africain et aussi, si vous voulez, méditerranéen. Il y a vraiment une action qui est concentrée, mais on a l'impression aussi que cette action est arrivée à son terme parce qu'il y a une contestation, y compris au niveau des hautes sphères en France. Il s'agit là, si vous voulez, vraiment d'une collusion, alors d'une confrontation entre des réseaux à très haut niveau, entre les barbouzes et d'autres formes de... Voilà, merci Sofiane, merci Reda. Le débat reste encore ouvert puisque 60 ans après l'indépendance, l'OAS reste toujours présent dans les médias et dans la politique française. Voilà, ce numéro consacré à l'affaire de BFM TV et son entreprise de la désinformation à travers l'enquête de Forbidden Story est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Restez branchés sur Al24 News.